vais moi-même vous faire une petite intervention qui ne porte pas tellement sur l'histoire des AOP, parce qu'on a déjà beaucoup parlé d'histoire, mais plutôt sur un court état des lieux et des propositions pour le futur, parce qu'il faut aussi évidemment regarder l'avenir. Alors, je vais reprendre la phrase de Joseph Capu, et c'est l'esprit de départ qu'a développé à la fois Claudine Volikoff et aussi en creux Jacques Fanès. Et la conception de départ des appellations d'origine repose sur l'idée d'un patrimoine commun qui doit être géré dans le cadre d'institutions démocratiques. Et c'est vrai qu'on sent bien à travers cette allégation qu'il y a l'héritage des coopératives du XIXe siècle, cet esprit socialiste, où les appellations d'origine, et même d'ailleurs toute organisation agricole, reposaient sur le fait que les gens pouvaient dialoguer entre eux, qu'il y avait des discussions, qu'on se mettait autour de la table, qu'il y avait certes des rapports de force, mais qu'on arrivait finalement à trouver une ligne médiane qui convienne à tous, et surtout dans l'idée qu'on exploitait un bien commun. Et il dit, elle n'est pas la propriété de quelques-uns, mais un bien commun dont chacun peut user et non abuser. Et ça, pour moi, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, alors je vais vous parler plus du fromage, parce que c'est plus mon sujet, il s'avère qu'on a complètement perdu de vue cette notion qui était le garant du bon fonctionnement des appellations d'origine contrôlées à l'époque. Le fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a plusieurs facteurs. L'INAO, créé en 1947, puis a intégré les fromages en 1990, s'est retrouvé certainement confronté à une logique agricole, agro-industrielle des années 70-80. Et c'est vrai que la collusion entre la culture, le dogme agro-industriel qui proposait en fait une politique laitière conquérante, qui visait à vendre du lait partout, des fromages partout, donc visant l'export. Il fallait que la France soit au premier rang ou dans les premiers rangs agricoles. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la chance aussi qu'on a en France, c'est d'avoir de puissantes entreprises laitières. Je vous rappelle que dans le top 5 mondial, 4 sont françaises et 3 exploitent des appellations d'origine protégée. Avec Lactalis en tête, qui exploite 22 appellations d'origine protégée. Ensuite, Sodial, au deuxième rang, avec 12 ou 13, je crois. Et ensuite, Savencia ex-Bongrain, qui en exploite 8. Donc, les appellations d'origine protégée sont devenues, d'une certaine manière, très attractives pour les multinationales. Et ça, c'est l'héritage des années 70, où, finalement, on a laissé les cahiers des charges s'écrire dans des conditions assez plus que souples, hein, et aujourd'hui l'héritage est très lacunaire, c'est-à-dire qu'on a appuyé plutôt le cocktail ensilage, Holstein, standardisation, zootechnie, sélection génétique, pasteurisation. Et quand vous additionnez quand vous mettez ensemble et vous secouez, eh bien, ça donne, si vous voulez, des appellations d'origine très approximatives, avec une qualité médiocre. Alors, malheureusement, je vais citer le Cantal, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais le Cantal, appellation d'origine protégée, je crois la date c'est 1957, eh bien, le Cantal a failli déposer le bilan, carrément dans les années 90, parce qu'ils avaient perdu tellement de parts de marché, il était devenu tellement médiocre, qu'il a fallu repenser le système. Donc, c'est vrai qu'on est dans un paradoxe, même dans une schizophrénie très française d'ailleurs, hein, sur beaucoup de sujets, c'est qu'à la fois, on invente des systèmes absolument extraordinaires qui sont un modèle dans le monde entier, et puis, en même temps, on détruit ce qu'on a créé parce qu'on laisse à volo, finalement, une logique industrielle, agro-industrielle s'introduire dans la bergerie, d'une certaine manière, et que l'INAO n'a pas fait son rôle de gendarme, n'a pas joué son rôle de gendarme. Alors, c'est vrai que l'INAO, quand vous leur posez la question, ils vous répondent, eh bien, notre rôle, c'est pas de regarder l'aspect économique. Alors, c'est très étonnant, parce que justement, on est tout à fait dans ce que vous aviez évoqué, c'est-à-dire que l'exploitation humaine et la notion commerciale, on doit la scruter dans les appellations d'origine. Et on doit certainement border le système pour que des multinationales ne se retrouvent pas en position hégémonique. Parce qu'il y a une notion, en effet, de collectif,
de patrimoine commun à exploiter. Et il se trouve que dans certaines appellations, aujourd'hui dans le fromage, il n'y a plus personne à part des multinationales. Alors je vais vous en citer une qui est caractéristique, c'est le bleu d'Écosse. Le bleu d'Écosse, aujourd'hui, Lactalis, c'est le seul et l'unique opérateur dans le bleu d'Écosse. Alors moi, je pose la question, pourquoi le bleu d'Écosse bénéficie encore d'une appellation d'origine, alors que il est inscrit dans les textes qu'il doit y avoir une filière. Et la filière, j'insiste beaucoup sur cette notion, c'est la diversité. C'est un tissu d'entreprise. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas d'industriels. Il faut bien sûr des industriels. Ils ont porté l'agriculture française depuis le début du XXe siècle. Bien avant que les appellations d'origine, et notamment dans le fromage, se créent, il y avait déjà des industriels dans le Roquefort. Il y en avait dans le Cantal. On produisait plus de Cantal au lait cru en 1910 qu'aujourd'hui. Donc, pour vous dire, c'était déjà des volumes importants. Donc il ne s'agit pas d'opposer industriels, artisans, fermiers, il s'agit de dire comment travaille-t-on ensemble pour construire une filière dans le sens du bien commun. On ne vend pas des boulons, on exploite un terroir. Un terroir, il n'appartient pas à une entreprise, il appartient à tous. Et de fait, on doit considérer ce patrimoine comme collectif. Et aujourd'hui, on en est loin. Je vais vous citer d'autres exemples, parce qu'il faut quand même faire un état des lieux. Le comté s'en tire bien qu'il y ait une multinationale présente, c'est Sodial, qui a 34% des parts de marché, mais le comté a réussi à border l'appétit de ces grands groupes parce qu'ils ont un cahier des charges extrêmement strict. Et de fait, ils ont interdit, par exemple, que le lait soit collecté à plus de 25 km de la fruitière. De fait, c'est beaucoup moins intéressant pour une multinationale, vous le comprendrez, puisque le lait, c'est quand même l'or blanc. Il faut savoir que le lait AOP n'est pas systématiquement transformé en fromage. Il peut servir à plein d'autres choses. Et ce lait est une manne qui est craqué, duquel on retire les composants, qu'on revend sur les marchés internationaux, donc les matières grasses, le lactosérum, etc. Donc c'est vrai que ce lait AOP présente des intérêts. Moi, j'appelle ça la citerne à lait. L'Auvergne, c'est une citerne à lait. La Normandie, c'est une citerne à lait. Alors le comté s'en tire bien parce qu'ils ont... Du coup, ils ont dit, OK, on ne peut pas se passer des industriels, mais on va faire un cahier des charges, mais alors là, vous n'allez pas pouvoir travailler avec et jouer beaucoup avec. Et c'est la force du comté. En revanche, en Auvergne, si je cite les AOP auvergnates, donc Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Fourme de Montbrison, toutes autorisent la pasteurisation, toutes autorisent l'ensilage, toutes autorisent en fait à peu près toutes les pratiques industrielles. Bon, alors il y a eu quelques travaux qui ont été faits pour améliorer le niveau. C'est vrai que le Saint-Nectaire fait beaucoup d'efforts, mais c'est difficile de trouver aujourd'hui un bon Saint-Nectaire. Et c'est vrai que la notion de qualité, on parlait tout à l'heure de la qualité substantielle. Finalement, la qualité, au bout du compte, qui est-ce qui la mesure? Certes, les scientifiques. On est même, dans certains cas, dans une dérive scientiste. Mais au bout du compte, c'est quand même le consommateur. Je n'aime pas du tout ce mot qui a été inventé en même temps que l'agro-industrie, mais plutôt les mangeurs. Les mangeurs regardent cette qualité, ils la savourent ou ils ne la savourent pas. Et en fait, quand on regarde l'évolution des AOP fromagères, on voit bien que celles qui fonctionnent bien sont celles qui ont des cahiers des charges strict, c'est-à-dire 100% lait cru, parce que le lait cru, c'est un marqueur du terroir. C'est comme si dans le vin, on vous disait on va transformer la manière de faire du vin parce que ou il y a des problèmes sanitaires, ou parce que pour XY, le vin doit être produit en grand volume, etc. Dans le fromage, on l'a autorisé. Donc aujourd'hui, ça pose question. Et donc, moi, j'ai plusieurs propositions à faire, parce qu'on s'aperçoit qu'on est bien sûr au XXIe siècle et que les AOP ne vont pas tenir très longtemps. Si on continue avec les textes, qui certes sont très valables, mais qui sont plus tout à fait adaptés au contexte actuel. On voit bien que la digue prend l'eau de toutes parts et qu'on a beau défendre des cahiers des charges, évoquer le patrimoine, les liens sociaux, l'histoire, l'économie au sens large, même collectif, pourquoi pas, etc. On voit bien qu'il y a des assauts réguliers des multinationales. J'appelle des multinationales, je différencie industrielles et multinationales, c'est pas du tout la même échelle. Industrielle, ça peut être une PME qui fait 50 millions d'euros,
multinationales, c'est plusieurs milliards, et Lactalis, 18 milliards, Sodial, 5 milliards, je crois, c'est une coopérative multinationale, et Savencia, 5 milliards. C'est pas un gros mot, ils ont le droit d'être milliardaires, c'est pas ça le sujet. Le problème, c'est à quel niveau doit-il être présent dans les AOP. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, moi, j'ai envie de dire que avec l'agro-industrie, il y a aussi la grande distribution qui est arrivée dans les années 70 et qui a aussi commencé à régler les choses, à avoir des desiderata en disant nous on veut des fromages qui se conservent 365 jours dans l'année, qui puissent être sous plastique, qui puissent être vendus facilement, stockés facilement et qui coûtent pas cher en plus. Et le problème, c'est aussi le prix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de différence entre un fromage AOP qui a priori est quand même la haute couture. On a beau le dire, si on considère que les appellations d'origine sont supérieures à un produit standard, il faut bien qu'on fasse comme dans le prêt-à-porter et la haute couture, qu'on mette une ligne entre les deux, une frontière. Et donc forcément, un fromage AOP doit coûter plus cher et nettement plus cher qu'un fromage standard. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas parce que la grande distribution ne l'a pas voulu. Alors après, évidemment, on fait porter le chapeau aux consommateurs. Ça, c'est bien facile. Alors, j'aime bien cette phrase que je renverse. Autrefois, on disait « peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Et aujourd'hui, c'est plutôt « peu importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon ». C'est-à-dire que c'est l'emballage. Et je dirais d'une certaine manière, les AOP sont victimes de cet emballage. C'est-à-dire que plus elles se vident de leur sens, de leur qualité, plus on fabrique une légende et plus on en rajoute. Il suffit d'écouter les publicités qu'on entend sur France 3, France Inter, etc. On vous raconte de belles histoires. On oublie d'ailleurs au passage la pasteurisation. Je prends le cas de l'Osso-Hirati parce que celle-ci m'a marqué. On entend des petites brebis, alors on se croit dans le terroir, etc. Donc les consommateurs qui n'y connaissent rien, c'est merveilleux l'Osso-Hirati. Et on écoute une belle publicité et puis, évidemment, tout le monde imagine que c'est au lait cru, bien sûr, parce que les gens ne savent pas que ça pourrait être pasteurisé. Et évidemment, comme sur les étiquettes, quand c'est marqué pasteurisé, c'est tout petit, il faut une loupe, parce qu'on a la pasteurisation honteuse en même temps. C'est ça la schizophrénie française. C'est qu'on pasteurise tout en le cachant. Eh bien, ces publicités sont mensongères. On fabrique des belles histoires, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Les fermiers, pour beaucoup, ont claqué la porte de cet AOP. Aujourd'hui, on essaye de les faire revenir, parce qu'évidemment, le fermier, c'est la belle image. C'est celle que tout le monde veut avoir. Même Lactalis se paye aujourd'hui d'une certaine manière d'un discours artisanal en disant nous sommes des artisans du fromage. Nous sommes parfois même des protecteurs des fermiers. Donc les discours sont entièrement inversés. Les fermiers parlent comme des industriels et les industriels parlent comme des fermiers. Donc à mon avis, les vaches, ils perdent leur latin. Alors face à cette tyrannie de l'économique et puis cette passivité du politique, alors je remercie Richard, Barbara, et heureusement il y a des députés qui sont actifs sur ce sujet politique, parce que vous avez bien vu que les AOP c'était politique, hein, on l'a vu à travers l'histoire, c'est aussi des conflits sociaux, etc. Il faut réagir et il faut replacer le débat dans le champ politique. Alors moi j'ai plusieurs angles, je dirais, qui me semblent très importants, qu'il faut replacer dans le débat. D'une part, la fidélité au geste. La fidélité, je pourrais remettre ce mot avec loyal, pratique loyale. La fidélité, si on ne trahit pas les ancêtres, on ne trahit pas l'histoire. Et sans tomber dans la tyrannie du passé, il faut quand même être fidèle aux principes de base. Et la fidélité, c'est ce qui fonde la qualité. Autrement dit, le produit ne doit pas s'adapter aux pratiques de production, c'est l'inverse. Ce sont les pratiques de production qui doivent s'adapter aux produits. Et ça, on l'a un peu oublié, et on l'a bien oublié aujourd'hui dans la révision du cahier des charges Camembert, sur laquelle je reviendrai plus tard. Et cela, évidemment, cette vision des choses ne fait pas plaisir à la filière laitière, parce que fabriquer au lait cru, avec beaucoup de petits fermiers, beaucoup d'artisans, ça fait beaucoup de monde autour de la table, d'une part, donc forcément, ça râle, mais ça c'est français, mais c'est bien, il faut râler.
Il faut que tout le monde discute. En Laguiole, ils l'ont parfaitement compris. La coopérative Jeunes Montagnes a mis tout le monde autour de la table. Et il n'y a pas de multinationale en Laguiole. Il n'y a personne, il n'y a pratiquement pas d'industriel. C'est que des indépendants et qui discutent. Et c'est très bien. Et là, ils exploitent ensemble ce bien commun. Et leur seul objectif, c'est de faire perdurer le Laguiole pour les générations futures, pour que dans 50 ans, 100 ans, 300 ans, eh bien, on puisse continuer à manger un Laguiole qui soit fidèle à celui qu'on dégustait il y a 500 ans. Et ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça en tête, on est mort en ce qui concerne le principe de l'appellation d'origine. Alors évidemment, on est loin de la relance de la filière laitière comme on l'entend. Une AOP, ce n'est pas fait pour relancer une filière laitière, clairement. Une AOP, c'est fait pour protéger un produit, pour être fidèle à ce produit, à des usages loyaux, constants, traditionnels. C'est le texte de 1919, et c'était pour ça important de le redire aujourd'hui. Ensuite, la diversité d'une filière, je l'ai un peu évoqué, c'est important de reconsidérer les choses. Pourquoi la diversité? Parce que la force d'une AOP, c'est le tissu économique très divers. En Savoie, ils ont assez bien réussi les choses, certainement parce que ce sont des AOP de montagne et que la montagne certainement facilite ce type d'approche plus résistante. Peut-être ils se laissent moins faire, ils sont plus attachés à leur histoire, je ne sais pas, mais en tous les cas, la Savoie est un modèle, notamment le Beaufort. Il y a une diversité aujourd'hui d'opérateurs. Certes, il y a des tentatives quand même d'intrusion dans ces AOP très fortes, hein, notamment en Roblochon. 50% du Roblochon est détenu par Lactalis, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de monde autour de la table, donc ça crée un débat démocratique. Et cette diversité est garante du bien collectif. Dès qu'on les fermiers arrêtent, ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers qui arrêtent. C'est pas que à cause des présences industrielles, c'est aussi tout simplement, c'est le sens de l'histoire, parce que être fermier aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, que les générations sont vieillissantes et que peu de jeunes, trop peu de jeunes s'installent. Et de fait, il y a à nouveau une hécatombe, une sorte de... Voilà, il y a une baisse du nombre de productions fermières. Elles ne sont même pas comptabilisées d'ailleurs dans les AOP, ce qui est assez dément. Et puis aussi une baisse des artisans. Et alors, évidemment, on arrive rapidement sur des sujets humanitaires. C'est-à-dire l'humanité, c'est quoi? Le fromage, c'est quoi? C'est d'abord un produit humain. C'est une part d'émotion. Est-ce qu'on doit se poser aussi la question, est-ce qu'un fromage, c'est un produit reproductible à l'infini, comme des petits caramels qu'on fait passer dans une chaîne de fabrication, ou est-ce que c'est un produit vivant, avec une part d'émotion, des gens qui l'ont fait à la main, ou partiellement à la main, et est-ce que ce fromage doit être régulier toute l'année ou justement irrégulier? Est-ce qu'on doit manger du fromage de chèvre au mois de décembre, alors que normalement les chèvres ne produisent pas de lait l'hiver, et ça, toutes les AOP chèvres l'ont autorisé, et c'est malheureux parce qu'on a dénaturé en réalité le fromage de chèvre et on fait croire aux gens qu'on peut manger comme ça, les chèvres pisseraient du lait toute l'année. Ben non. Donc la part d'émotion, la part de vivant, et aussi la naturalité, qui est une autre notion qu'il faut réintroduire, je pense fortement dans les AOP. La naturalité, le retour à la nature et le respect de l'environnement et aussi le lien à la terre. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup de protection de l'environnement et on ne voit pas bouger beaucoup en face l'INAO et les appellations d'origine. Il y aurait plutôt, je dirais, des demandes de dérogation pour dire, voilà, est-ce qu'on a des problèmes d'herbe, on a des problèmes d'eau, est-ce qu'on pourrait exceptionnellement nourrir les animaux avec des céréales et remettre de l'ensilage? Aujourd'hui, les dérogations se font là-dessus, alors que ça devrait être l'inverse. Il devrait y avoir une réflexion sur l'agroécologie et comment se préparer à produire des fromages avec les aléas climatiques qu'on va connaître de plus en plus. Ou alors, autant dire qu'il n'y a plus de cahier des charges, parce que si on met des dérogations 5 fois ou 6 fois dans l'année, eh bien, le cahier des charges est obsolète. Ça veut dire qu'il n'est plus capable de fournir un mode de production. Alors, moi, j'ai quelques propositions, et je vais en terminer là-dessus. Et je m'adresse aux députés, alors qui sont présents et ceux qui ne sont pas là aussi. Voilà, les propositions que
que je vous évoque aujourd'hui, pour moi, me semble très importante pour sauver le bateau appellation d'origine protégée que l'on vante partout dans le monde, par ailleurs, sur les accords internationaux. Tout d'abord, l'INAO, aujourd'hui, je trouve, est trop afféodé au ministère de l'Agriculture. Il faudrait proposer une double tutelle qui serait l'agriculture et la culture. Parce qu'après tout, quand on regarde l'histoire de nos produits, que ce soit les vins, les fromages, eh bien, ce sont des produits culturels. Et je pense que si l'INAO avait une double tutelle, et ça existe pour d'autres sujets, eh bien, elle serait moins sous l'influence des politiques laitières et même des politiques agro-financières de manière générale. Donc moi, je suggère, la première chose, c'est qu'on modifie cela et qu'on propose une double tutelle de l'INAO. La deuxième proposition que je fais, c'est de mettre des quotas pour les multinationales dans les appellations d'origine protégée. Aujourd'hui, 70% des appellations d'origine protégée sont détenues peu ou prou par des gros industriels, voire des multinationales. Alors, c'est fait. On ne peut pas revenir sur l'histoire, mais regardons le futur et essayons d'être actifs pour protéger nos appellations d'origine. Donc, je propose la mise en place de quotas et je propose pas plus de 25% de présence de multinationales dans une appellation d'origine, qu'elle soit de vache, de chèvre ou de brebis, peu importe, pour permettre à une filière d'éclore et de se développer de manière harmonieuse sans qu'elle ait des bâtons dans les roues systématiques de mastodontes qui empêchent la concurrence, parce que c'est la réalité. Ça, je l'ai proposé à l'INAO, pour l'instant, ils ne sont pas réceptifs. Ensuite, je propose la suppression du label pour les filières qui ont 0 opérateur en dehors d'un opérateur, quel qu'il soit, que ça soit d'ailleurs un artisan, un fermier, une multinationale. Dès lors qu'il n'y a plus qu'un opérateur, l'appellation d'origine doit être supprimée, ou du moins suspendue le temps que la filière se reconstruise. Ça, c'est la troisième proposition. Aujourd'hui, j'en vois déjà plusieurs qui pourraient être concernés. J'en ai cité un, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, je vous rappelle que le camembert fait partie presque de cela. Il y a plusieurs opérateurs, certes, mais en camembert, il n'y a plus quand même que 2 fermiers, donc il n'y a pas de quoi être très fier. Je ne vois pas ce qu'on a protégé, finalement. Ensuite, retour du lait cru. Je propose 100% de lait cru d'ici 10 ans dans toutes les AOP. Le lait cru devrait être permanent et jamais discuté. C'est le marqueur absolu de la tradition. Si on veut être fidèle, évidemment, à un savoir-faire. Aujourd'hui, la discussion du cahier des charges camembert propose l'introduction de la pasteurisation et encore mieux, cerise sur le gâteau, de la standardisation. Alors là, on est vraiment dans une logique industrielle, c'est-à-dire qu'on introduit un deuxième savoir-faire dans un cahier des charges qui n'a plus rien à voir. Et donc, on se demande comment l'Institut national des appellations d'origine peut accéder à cette demande et même entendre cette demande. Et j'insiste sur le fait que, par effet de jurisprudence, si on autorise l'introduction de la pasteurisation, qui change entièrement le goût et les process, mais le goût aussi et la qualité du produit, etc. Si on introduit cela, le brie de Meaux va suivre. Ensuite, ça sera le reblochon. Toutes les pâtes molles actuellement accusées, pour plein de raisons, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais comme par hasard, le lait cru à la bonne tête de l'accusé depuis début 2018, au moment où justement les discussions sur le camembert se sont engagées. Donc je ne voudrais pas faire d'accusation hâtive, mais il y a quand même des drôles de coïncidences. Eh bien, à partir du moment où on introduit cette autorisation, c'est la fin, je le dis, c'est la fin de toutes les appellations d'origine laitière au lait cru, entre autres les pâtes molles, particulièrement les pâtes molles. Alors, qu'est-ce qu'on veut en France? Est-ce qu'on veut être fier de nos appellations d'origine ou est-ce qu'on veut finalement céder à la logique industrielle, à la logique économique, à la logique de la filière laitière qui certes a besoin d'être relancée, c'est vrai. Eh bien, trouvons des solutions. Mais l'AOP ne doit pas être prise en otage pour répondre à des logiques de filière. Donc, retour progressif du lait cru. Comme ça imposera des cahiers des charges très élevés et ça imposera aux industriels en place de fabriquer selon les règles plus cher. Il faut savoir que fabriquer au lait cru, c'est plus cher. Et donc, forcément, on comprend très vite pourquoi la pasteurisation est une aubaine. Ensuite, 5e proposition,
intégration systématique de la dimension agriculture écologique. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans l'agroécologie, il faut que les AOP s'emparent de ce débat. Sérieusement, arrêtent de donner des dérogations et commencent à imposer des cahiers des charges qui prennent en compte ces dimensions. Et puis, il y a l'interdiction pour les opérateurs en place de commercialiser des produits concurrents. Et ça, c'est la 6e proposition que je fais. Je vous citerai 2 exemples, enfin, notamment un qui va vous marquer les esprits, puisque c'est la première appellation d'origine, le Roquefort, 1935. Aujourd'hui, Lactalis, qui détient 50% des parts de marché sous la marque Société, et puis Sodial, et ensuite Savencia, donc à eux 3, ils détiennent plus de 90% du Roquefort aujourd'hui, il faut le savoir, AOP. Eh bien, Lactalis a lancé un bleu de brebis pasteurisé qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un Roquefort, même emballage, même marque, même logo ovale vert, et qui est moins cher et qui est vendu en grande distribution juste à côté des Roquefort AOP et juste à côté du Roquefort Société. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils lancent leur propre concurrence? C'est vrai que ça paraît de l'extérieur complètement fou. Pas du tout. En réalité, c'est une très bonne stratégie. C'est-à-dire qu'ils disent, eh bien, le Roquefort, vous savez, c'est un peu salé, ça correspond plus trop au goût du jour, les parts de marché sont bof, c'est du lait cru, bien sûr, donc ça coûte cher à fabriquer. Il y a un cahier des charges strict, donc forcément, ça les ennuie. Alors, on lance un bleu de brebis qui va être une belle aubaine pour la filière laitière, sauf qu'évidemment, on va payer beaucoup moins cher les producteurs laitiers sur ce fromage-là, puisqu'il est industriel et qu'il n'a pas de cahier des charges. Et puis, comme ça, on répond au marché, on répond au goût du consommateur. Et c'est une manière de siphonner l'AOP, puisque à partir du moment où vous créez un produit concurrent dans les mêmes linéaires, avec le même code couleur, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au produit emblématique qui est malgré tout Roquefort Société, la marque Société est associée à Roquefort, et en plus ce produit est moins cher, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les consommateurs, quand ils font leurs courses, qui n'ont pas le temps, ils avancent avec les chariots, avec les enfants dans les poussettes, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas le temps de penser à tout ça. Donc ils vont acheter, ils vont se dire « Ah, tiens, il n'est pas cher, bleu de brebis, Société, hop, j'achète ». Et il va se passer quoi ? Il va se passer que les parts de marché du Roquefort vont chuter encore plus et que dans 5 ans, ou peut-être même pas 5 ans, on va se retrouver avec une demande de révision du cahier des charges Roquefort en disant « Vous voyez bien, l'AOP ne marche pas. Donc il va falloir qu'on change le cahier des charges. » Et il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé en Normandie, où avec l'océan de camembert industriel que l'on vit aujourd'hui, c'est à peu près 80 000 tonnes, l'AOP s'est trouvé en plus amputé de 2 marques emblématiques en 2007 parce que Lactalis n'a pas obtenu la pasteurisation, donc ils ont sorti le petit Lanctot. Donc résultat, l'AOP se retrouve à 5400 tonnes, donc rien d'une certaine manière dans cet océan de camembert industriel. Et aujourd'hui, quoi ? Eh bien on dit, la filière laitière a des problèmes, il faut qu'on pasteurise, il faut qu'on relance la machine à produire. Et voilà que tout le monde est d'accord et dit c'est merveilleux, sauf que sur le terrain, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà ce que je voulais vous exposer aujourd'hui avec mes 6 propositions, qui j'espère bien un jour seront débattues, on verra l'avenir. C'est des sujets évidemment hautement politiques et je voulais vous les soumettre aujourd'hui.